chapitre 23. Cendres du foyer. Dans la cathédrale de la loyauté de Denver autrefois, lieu sacré où les saints chantaient, désormais reconverti en centre d'intégration de masse, une fille se tenait immobile au centre du dais. Ses bras tremblaient et son poignet était déjà marqué par la lueur rouge d'un implant fraîchement scellé. Au-dessus d'elle, un feu holographique tournoyait dans l'air, formant 3 anneaux concentriques, le symbole de la volonté du souverain. Un surveillant s'approcha, vêtu d'une robe pâle bordée de fils neurales. Le sceau a été reçu. La flamme est entrée. Qu'elle prononce maintenant le serment. La voix de la fille tremblait. « As, j'offre mon esprit, mon corps et ma volonté à la flamme de l'unité. Je renonce au chaos de la division et aux chaînes des anciens dieux. Je reçois la lumière du souverain dans mon esprit et je lie mon âme au réseau de paix. Je suis vu. Je suis connu. Je suis intégré. Un monde, une volonté, une flamme. » La foule autour d'elle reprit la dernière phrase d'une seule voix. Une pulsation de lumière blanche traversa la salle et la cérémonie prit fin. Ses parents pleuraient. Ses camarades acclamaient. Au-dessus d'eux, Séphora souriait, paisible et synthétique. Aux abords de Denver, en début de soirée, le ciel restait silencieux. Mais les ruines, elles, ne l'étaient pas. Le vaisseau descendait doucement au-dessus des Rocheuses. Vu du ciel, le Colorado paraissait presque intact. Les montagnes tenaient encore, les rivières coupaient toujours les vallées, et les pins murmuraient dans le vent. Mais sous cette surface, tout avait changé. Denver ne lui appartenait plus. Autrefois, la ville brillait comme une promesse, sa silhouette dessinée en vert et en espoir. Maintenant, elle était vide, toujours debout, mais vidée de sens. Il y avait des lumières, oui, du mouvement. Des drones glissaient entre les bâtiments, mais aucune âme. Adrien posa la main contre la vitre, cherchant des repères. La rue où il avait appris à faire du vélo, le café que sa mère aimait. Tout était encore là. Et pourtant, tout sonnait faux. Le vaisseau plongea plus bas, évitant les restes carbonisés des tours de patrouille Unity, clignotant faiblement. En bas, la ville vibrait d'une énergie froide, contrôlée. Pas de foule, juste des points de contrôle. Pas de voix, seulement des drones, chuchotant dans le silence comme des fantômes en mission. « Préparez la descente », annonça le pilote dans l'oreillette. « Aucune trace de signal. Vous avez 9 minutes avant le balayage orbital. »« Compris », répondit Adrien. Il attacha son masque filtrant, vérifia l'arme qu'il ne pensait jamais devoir porter de nouveau, puis sortit dans le vent. La puce RFID contrefaite le démangeait sous la peau. Un vestige du Trace Layer, le marché noir des non-intégrés, assez ancienne pour passer les capteurs des zones extérieures. Pas assez pour le sauver, mais peut-être suffisante pour lui donner une avance. L'odeur le frappa en premier. De l'ozone, de la poussière, et quelque chose de plus ancien, du béton gorgé de chagrin. Il avança rapidement à travers ce qui avait autrefois été une banlieue. Les maisons étaient toujours là, mais leurs fenêtres étaient noircies par l'isolation Unity. Pas de rideaux, pas de vie, pas de bruit. Il tourna sur Bellwood Avenue, sa rue. Chaque pas devenait plus lent. Et là, devant lui, il y avait sa maison. Le porche s'affaissait toujours au même endroit. La vieille boîte aux lettres penchait encore. La porte d'entrée, peinte en bleu marine, portait toujours la trace effacée de la plaque « Bienvenue » que sa mère avait accrochée avant l'effondrement du monde. Mais il n'y avait plus de chaleur. Il monta sur le porche. Sa main tremblait alors qu'il tendait les doigts vers la porte. Entrouverte, il poussa. À l'intérieur, l'air était épais, froid. Une lueur de mouvement traversa le couloir. Quelque chose scannait, quelque chose d'éveillé. Adrien s'immobilisa. Puis il murmura son nom. « Maman ». Les marches craquèrent derrière lui. Sa maison d'enfance ne l'avait pas oublié, mais elle avait cessé d'attendre. La porte grinça en s'ouvrant. Adrien entra prudemment dans le couloir, chaque pas soulevant une fine couche de poussière figée depuis des années. La lumière filtrant à travers les fissures était faible, atténuée par la brume et les filtres teintés qu'Unity avait installés sur chaque fenêtre. Toute la maison baignait dans une lueur bleu-gris, comme l'intérieur d'un tombeau. Il scruta d'abord le salon. Le canapé était toujours là. Le vieux plaid tricoté que sa mère utilisait pour s'enrouler autour d'elle pendait sur le côté, figé par le temps.
Des albums photos reposaient, bien rangés, sur la table basse. La cheminée contenait quelques bûches calcinées, la cendre depuis longtemps refroidie. Sur le manteau, un cadre photo penchait. Lui, sa mère et sa sœur, figés dans un été qui n'existait plus. Il prit le cadre, essuya la poussière. Les couleurs avaient pâli, mais les sourires traversaient encore le temps. Il resta là, silencieux. Puis, un mouvement. Une lueur rouge dans le miroir du couloir. Il se retourna brusquement, main sur son arme. Ce n'était pas une personne. C'était un drone, petit, arachnéen, avec une lentille fendue et une lumière vacillante. Il flottait au-dessus de l'escalier, scannant avec une pulsation lente et répétée. Traces biométriques détectées. Registre du foyer. Cross, Adriane. Statut, présumé décédé. Requête, confirmée résurrection. Adrien se figea. Le drone pulsa encore. Puis, sa lumière clignota une dernière fois et s'éteignit. Il pivota, glissa silencieusement vers la cuisine et mourut, ses moteurs s'évanouissant dans un dernier souffle. Il expira lentement. Ce modèle n'était pas le plus récent d'Unity. Il avait sans doute été oublié lors d'un balayage. Il entra dans la cuisine. Tout était resté à sa place. La vieille bouilloire, l'étagère à épices, le frigo cabossé, désormais tiède et silencieux. Mais sur la porte du congélateur, un morceau de papier était scotché, jauni, fragile, les coins recourbés. Il le détacha doucement. C'était écrit à la main. « Adrian, si tu lis ici, c'est que je n'ai pas pu te dire au revoir. J'ai toujours su que tu reviendrais peut-être un jour. Je ne savais juste pas ce qu'il resterait. Ils sont venus pour nous. D'abord les écoles, puis les églises, ensuite les maisons. On a tenu aussi longtemps qu'on a pu. Ta sœur, je ne sais pas. Elle a fui. Moi, je suis resté. J'ai gardé la parole. Il y a un endroit dans la cave. Tu le reconnaîtras quand tu le verras. J'y ai laissé quelque chose pour toi. J'ai prié chaque jour pour que tu le trouves avant eux. Je t'aimerai toujours. » Et maman. Ses genoux faillirent en céder. Il s'agrippa au bord du comptoir, cherchant son souffle. Puis il bougea, plus vite maintenant, porté par une urgence soudaine, traversant le couloir, dépassant les photos, les meubles, jusqu'à la vieille porte de cave sous l'escalier. Elle gémit en s'ouvrant. L'air qui en sortit était froid, humide, chargé de terre. Il descendit lentement. La cave avait toujours servi de débarras. Outils, pots de peinture, boîtes de bière, boîtes de décoration de Noël. Mais quelque chose avait changé. Une section du mur du fond avait été altérée. Le plâtre irrégulier, les bords ébréchés. Il s'en approcha. Un symbole discret était gravé dans le béton, le sentier déchiré par la flamme, la marque du remnant. Il posa sa main contre le mur. Un déclic. Un panneau dissimulé s'ouvrit, révélant une cavité à peine assez grande pour une boîte à chaussures. À l'intérieur, un paquet enveloppé de tissu. Il le sortit et le défit avec précaution. Une Bible usée, un cristal de données scellé d'un sceau rouge, un journal, celui de sa mère, et une photo de sa sœur, plus âgée, plus forte, les yeux brûlants du même feu qu'il avait vu chez les membres du remnant à travers l'Europe. Elle avait survécu, et elle avait rejoint la lutte. Il fixa la photo, le cœur battant. Naomi. Puis la maison trembla. Une seule fois. Une secousse, lointaine mais claire. Comme si quelque chose venait d'atterrir. Il rangea les objets dans son sac, le referma et se tourna vers l'escalier. Une autre secousse. Puis un son, bas, mécanique, implacable. Le vrombissement des scanners de l'unité, enclenché en mode recherche. Adrien sortit son arme et monta silencieusement les marches. Dehors, de l'autre côté de la rue, un skimmer noir venait d'atterrir. 2 exécuteurs en descendirent, synthétiques, pâles, scannant avec leurs yeux miroitants. Ils ne regardaient pas encore vers la maison. Mais ils savaient qu'ils le feraient, et quand ce moment viendrait, ils ne comptaient pas être là. Ils devaient retrouver Naomi et achever ce que sa mère avait commencé. Certains sentiers ne sont pas tracés dans la terre ou le sang, mais dans l'absence. Le chemin de Naomi n'avait ni l'un, ni l'autre, et les deux. Les lignes brisées du réseau de transport de Denver s'étendaient devant lui comme une carte de souvenirs et de pertes. Adrien se déplaçait à travers les ruines comme une ombre, prenant le long chemin hors du quartier, évitant la rue, glissant entre les clôtures effondrées et les maisons calcinées où le silence était trop profond. Les patrouilles de l'unité n'étaient pas encore nombreuses à Denver,
mais il les sentait se rapprocher. Oméga 6 n'était pas qu'une purge, c'était un balayage, une recalibration complète de l'algorithme social. Il atteignit l'ancienne ligne de tram juste au moment où le soleil passait derrière la Front Range. Les rails étaient fissurés, envahis de vignes épineuses et de mauvaises herbes éclatées par le gel. L'unité avait redirigé la plupart des transports civils par drones contrôlés et tubes hors verticaux. Mais les vestiges du passé subsistaient encore sous terre. C'est là qu'elle irait. Il sortit le journal de sa mère du sac et feuilleta ses pages fragiles. La plupart étaient des prières. Des psaumes, des lettres pour lui et Naomi, griffonnées dans les marges avec une espérance tremblante. Mais près de la fin, il trouva ce qu'il cherchait. Un symbole, dessiné faiblement, brûlé à la main dans le papier, le sentier déchiré par la flamme. En dessous, une phrase. Naomi a trouvé l'anneau. Ils se réunissent sous les eaux de la tour. Il fixa ces mots. Cela ne signifiait rien, jusqu'à ce que ça prenne sens. Les eaux de la tour. Il s'en souvenait. Un ancien mât de télécommunications, partiellement effondré pendant les premières années des Sceaux, fracturé par l'une des premières surtensions électromagnétiques. L'unité ne l'avait jamais reconstruit. Il l'avait transformé en sanctuaire de loyauté envers le construct, mais tout le monde savait qu'il était creux à l'intérieur. En dessous s'étendaient des kilomètres de tunnels abandonnés, métro, réseau de services, couloirs oubliés, un endroit parfait pour cacher une église. Il partit à pied, serpentant à travers des couloirs effondrés et des ruelles mortes de données, suivant le grésillement statique des drones corrompus jusqu'à ce que le sommet de la tour apparaisse, légèrement penché, rouillé, entouré de lumières clignotantes. Il se glissa derrière une camionnette renversée, les yeux scrutant le périmètre. Quelque chose n'allait pas. Les rues étaient trop propres. Pas vides, stérilisées. Comme si quelque chose avait balayé les lieux ne brûlant que ce qui était utile, laissant le reste pourrir. Pourtant, il avançait. L'entrée principale était scellée par une grille blindée de l'unité trop solide pour être découpée. Mais près de la base sud, derrière un terminal de générateur fissuré, il trouva ce qu'il espérait, un symbole de la résistance gravé dans le béton. Presque invisible, récent. Il le suivit. Un peu plus loin, sous un enchevêtrement de câbles noirs, une grille avait été enlevée, non cassée, soulevée. Il s'y glissa. L'air en dessous restait humide, chaude. La vapeur sifflait depuis des tuyaux rompus, et les murs pulsaient faiblement sous la lumière d'urgence encore alimentée par le vieux réseau. Le tunnel était large autrefois destiné au fret mais désormais réaffecté. Adrien s'enfonça, la main frôlant le mur jusqu'à sentir un changement de texture. La pierre devint métal gravé. Puis, des voix. Il s'arrêta. Juste devant, 2 personnes murmuraient à voix basse, pressées, inconnues. Il avança jusqu'à les apercevoir. Un homme d'une 60aine d'années, doté d'un œil cybernétique et d'un insigne du sentier déchiré cousu à sa veste. Et à ses côtés, une jeune femme, vingtaine avancée, cheveux noirs attachés avec un ruban rouge, des yeux comme ceux de Naomi. Mais ce n'était pas elle. L'homme tourna la tête vers le tunnel. « Mas, on est compromis. Le dernier avant-poste à Littleton s'est éteint à 03 os. » Hush, Naomi était avec eux. Le souffle d'Adrien se coupa. La fille répondit. Ça pourrait être un brouillage radio. Ou pire, elle est futée. Si elle est vivante, elle se repliera vers le refuge près de Cheyenne. La jeune femme hésita. Et si elle ne l'est pas? L'homme ne répondit pas. Adrien avança lentement, les mains élevées. Je dois savoir où elle est allée. Ils se retournèrent, brusquement main sur leurs armes, regard méfiant. La jeune femme lança. T'es qui, toi? Son frère, Adrian Cross. L'homme plus âgé le fixa un long moment, puis abaissa son arme. Il s'approcha et leva un scanner. L'appareil émit un bip. Pas de marque. Pas d'interface neurale. « Tu es clean », dit-il. « Mais ça veut pas dire qu'on te fait confiance. »« Je suis pas là pour la confiance », répondit Adrian. « Je suis là pour elle. » La fille le détailla longuement. « Non, t'es vraiment son frère. »« J'ai besoin de savoir où elle est allée. » Ah, l'homme lui tendit un papier plastifié
un morceau de carte codée avec un cercle dessiné près de la montagne de Cheyenne. Ah, si elle a survécu, elle se dirige là-bas. Dernier nœud du réseau de refuge de la montagne. Mais il faut faire vite. Adrien hocha la tête. Pourquoi? La jeune femme répondit. Parce que le déluge est déjà en route. La course était lancée. Vers Cheyenne, vers le dernier refuge. La chasse était lancée. Direction Cheyenne, vers le dernier refuge. L'ouest du Colorado défilait à toute vitesse. Le bunker de Cheyenne se dressait à l'horizon comme un mythe devenu réel. La Magcycle rugissait sous les bottes d'Adrian. Récupérée dans un cimetière de messagerie à Glenwood Canyon moitié rouillé, rafistolée de fibres solaires, elle restait rapide. Peu importait comment la résistance la maintenait encore en vie. Il ne pensait qu'à une chose, atteindre Naomi avant le déluge. Le vent fouettait sa peau tandis qu'il traversait les plaines, les rocheuses en arrière-plan, comme des fantômes d'un monde disparu. La Bible de sa mère cognait contre sa poitrine dans son sac. La carte du nœud de Cheyenne était glissée dans sa manche, usée à force d'être consultée. Il passa devant des villes calcinées autrefois des banlieues, maintenant des souvenirs. Panneaux tordus, postes de contrôle en cendres, champs de panneaux solaires muets. Le pays entier n'était plus qu'une cicatrice. Des drones constructs filaient au-dessus de lui. Il se dissimula derrière des carcasses rouillées. Ils ne le repérèrent pas, mais le sol à l'est brillait en rouge des éclaireurs Orosis, purgeant zone après zone. Il redémarra et accéléra. À la tombée de la nuit, les sommets de Cheyenne Mountain apparurent, plus tranchants qu'il ne s'en souvenait. L'ancienne base NORAD, officiellement désaffectée, cachait encore des poches de résistance. Adrien atteignit la crête extérieure vers minuit et découvrit l'incendie. Une fumée blanche, contrôlée. La forêt brûlait en cercle parfait, signature de drones incendiaires. Il abandonna la moto et rampa jusqu'à une entrée camouflée. Ouverte, pas forcée. Quelqu'un avait fui. Il descendit dans le tunnel, arme au poing, lampe éteinte. À l'intérieur, des lueurs rouges pulsaient. Le long des murs, éclairant des fragments d'écriture et des cartes tactiques, il y avait eu combat, du sang, mais aucun cadavre. Plus loin, il les trouva. 9 survivants, réfugiés dans une salle de contrôle, respirant à peine. Une femme blessée serrait un enfant. Un homme priait au chevet d'un autre. Le chef se leva. Adrien la reconnut d'aussitôt. Naomi, plus grande, plus dure, le visage marqué. Fusil dans une main, datapad dans l'autre. Épaules bandées, regard épuisé. Ils se fixèrent sans parler. Puis elle lâcha son arme et le serra contre elle comme une barrière contre le monde. « Je te croyais mort », murmura-t-elle. « Je l'étais, toi aussi. » Elle le relâcha juste assez pour le regarder. « Qu'est-ce que tu fais ici? » « Ah, je te suivais. » Elle inspira fort, lui glissa un morceau de carte entre les doigts. « On évacue. Ce lieu est perdu. » « Ah, tu l'as tenu. T'as survécu à la purge. » Elle acquiesça. « Oui, mais on n'est plus les cibles. » « C'est quoi alors? » Elle montra l'écran. Une carte globale. Des cercles rouges encerclant Petra. Ah, le déluge était une diversion. La vraie frappe arrive. Jonah a activé son signal il y a 2 heures. Il le traque. Ils vont brûler la montagne. Adrien sentit son souffle se bloquer. Ils veulent enterrer la femme et l'enfant d'un seul coup. Les yeux de Naomi se durcirent. Alors on ne fuit pas. Quoi? Elle le toucha à sa tempe. J'ai encore les clés de cryptage de l'ancien réseau Oracle. Si on redirige un de leurs drones Archon avant la brèche sur Petra, on peut envoyer un faux ordre. Détourner le déluge. Gagner du temps. Aptmen Iasate. C'est du suicide. Seulement si j'y vais seul. Adrien regarda les survivants. Sa sœur. La montagne en feu derrière lui. Et il comprit. Ils n'étaient plus seulement des survivants. Ils étaient les autres enfants de la femme. Et le déluge n'avait pas fini son œuvre. Ce qu'ils avaient perdu ne pouvait pas être enterré, même ici. Dans le tunnel sous la montagne de Cheyenne, le chagrin imprégnait les murs comme un sédiment. Le feu s'était arrêté du moins pour l'instant. Adrien était assis au fond du tunnel, les genoux repliés, tenant entre ses mains la Bible usée de sa mère. Les lumières filtrées clignotaient au plafond,
projetant des ombres longues sur les parois du bunker. Un peu plus loin, Naomi pensait une blessure au bras avec une trousse de secours de fortune. Les autres s'étaient allongés, prenant leur tour de garde, récupérant avant la prochaine mission. Seuls eux deux restaient éveillés. Adrien n'avait rien dit depuis 10 minutes. Il fixait la photo d'Elcel retrouvée dans la cave. Elle y avait 16 ans à peine, de l'espoir dans les yeux, une croix d'argent au cou. Il rompit enfin le silence. « Je te croyais morte. » Naomi ne leva pas les yeux. « Ben, moi aussi. Pour toi. » Il baissa la voix. « Tu n'étais qu'une gamine. » Elle esquissa un sourire, grimaçant en serrant le bandage. « Plus maintenant. » Il hocha la tête. Le silence revint, dense mais inachevé. Puis, « je suis parti. Pour Genève. Tu te souviens? » Naomi acquiesça lentement. « T'étais déjà loin avant que tout s'écroule vraiment. Les infos appelaient encore ça une phase de transition. Je pensais que tu reviendrais avant que tout parte en vrille. » « J'ai essayé, » dit-il, plus bas. Mais quand j'ai compris ce qui se passait vraiment, c'était trop tard. Les aéroports étaient fermés. Le monde était passé au numérique. Et j'étais pris dans le projet Oracle. Je pouvais pas partir sans te mettre en danger. Elle tourna la tête vers lui, la voix plus tranchante. « Alors t'es resté, Adrien Tressailles. » Mais Naomi adoucit son regard. « Pardon, c'était injuste. Je sais ce qu'ils ont fait. J'ai lu les dossiers. Oracle, c'était pas de la science, c'était du vol de prophétie. Le temps, réécrit par des algorithmes qui jouaient aux dieux. » Il soupira. « Tu te trompes pas. » Elle replia ses jambes sous elle, s'asseyant face à lui. « Maman est restée forte. Tu devrais le savoir. J'ai lu son mot. J'ai vu la maison. » Sa voix se brisa. Elle m'a attendu. « Elle a prié pour toi, » dit Naomi. « Tous les jours, même quand ils sont venus nous scanner, même quand ils ont brûlé les voisins, elle n'a jamais fléchi. » Adrien serra la Bible contre lui. Et elle est partie. « Elle doit organiser ça. » Naomi hocha la tête, les yeux brillants. Il y a eu une purge dans l'ouest de Denver. Pas d'image, pas de preuves. Mais j'ai tracé son registre. Ils ont marqué la maison non conforme, nettoyée par incinération. J'ai survécu seulement parce que j'étais déjà en mission pour le réseau. Elle baissa les yeux. « J'aurais dû revenir. »« Tu n'étais qu'un enfant, » dit Adrian. Ils échangèrent d'un regard, lourd de deuil, de silence, d'années consumées par le feu. « Elle aurait été fière de toi, » murmura Naomi. Adrien esquissa un rire sans joie. « Ben, j'ai aidé à construire la machine qui est en train de nous tuer. Et maintenant tu essaies de la détruire. La rédemption ne vient pas de l'oubli, mais du souvenir de ce pourquoi on a été créé, et du choix de le redevenir. » Il la regarda longuement. « Tu parles comme Jonah. » Elle sourit légèrement. Adrien soupira, la tête contre la pierre. « Alors il ne reste plus que nous. » Naomi secoua la tête. « Non. » Elle posa la main sur la Bible posée sur ses genoux. « Ben, il y a nous et le Seigneur. » Détes abetietad. L'opération Flamme Miroir n'était pas une stratégie. C'était du désespoir déguisé en défi. Dans les plaines du Colorado, près d'une ancienne tour de communication IA, une antenne oubliée se ralluma. Le vent hurlait comme une lame. Adrien, accroupi derrière la base fracturée de la tour, observait les cieux s'illuminer de pulsations rouges. Les drones arrivaient silencieux, en formation parfaite. Des archons du Construct, codés Oméga 6, programmés pour éradiquer. Naomi, allongée un peu plus loin, câblait son lecteur d'impulsion à un noyau d'interface Unity récupéré. Des étincelles jaillissaient alors qu'elle fusionnait le port avec un décrypteur de la résistance gros comme un sac d'écolier. La sueur perlait sur son front. « Néis, on a 90 secondes, peut-être moins. »« Dis-moi que ça va marcher, » souffla Adrien en scrutant le ciel. « Non, mais c'est notre seule chance. » Il eut un rire sec, ajustant la boucle RF bricolée autour de la tour. « Rappelle-moi pourquoi je suis là, déjà. » Tu es là pas. Les drones scannent ce secteur pour détecter la chaleur, les signaux et la résonance spirituelle. Tu veux dire,
La prière? Je veux dire la fréquence de Dieu. Adrien ne répondit pas. Naomi tapa l'écran. Monet. Quand j'active la boucle, ton signaleton empreinte d'âme va apparaître comme s'il venait d'une autre zone. On va les rediriger vers un secteur mort au Nevada. Il n'y a aucun résidu là-bas. Ça donnera 3 jours à Petra. Et si la redirection échoue? Alors on brûle tous les deux. Le vent s'intensifia. Le faisceau du drone de tête balaya la terre comme une lame de glace rouge. « Eh, c'est l'heure d'allumer l'étincelle, » dit Naomi. Elle valida l'exécution. Toute la tour vibra. L'air se chargea d'électricité métallique, puis un souffle profond et harmonique, plus ressenti dans l'âme que dans le corps, se propagea comme une détonation faite de souvenirs. Les drones réagirent immédiatement. Le leader vacilla. Ses ailes changèrent d'angle. Ses balises clignotèrent. Sa L'écran de Naomi afficha. Signal Omégas déstabilisé. Trajectoire corrompue. Cible réacquise. Zone Sevka, Nevada. Ils l'ont pris, dit Naomi. Il se redirige, puis son écran s'éteignit. Que s'est-il passé? Ils ont repéré l'intrusion. Ils envoient une contre-pulsion. Ils savent qu'on est là. Un drone se détacha de la formation, ses ailes repliées, son torse s'ouvrit, révélant une matrice en fusion. « Cours !» lança Naomi. Ils s'enfuirent alors que l'explosion soufflait la tour. Le feu s'éparpilla comme une pluie de comètes. Naomi roula au sol, blessée mais debout. Adrien se mit à couvert et tira 2 fois. Aucun tir ne toucha le drone, qui les observa longuement, indécis, puis se replia soudainement vers l'est. « Il s'est replié ?» souffla Adrien. « Non, il a reçu de nouveaux ordres. Il va vers Petra, mais ce n'est pas encore une frappe. Il reconfirme les coordonnées. » Adrien observa le ciel rougeoyant. On leur a gagné du temps. Oui, et maintenant, on court, parce que quand ils comprendront, ils effaceront ce quadrant. Il l'aida à se relever. Alors disparaissons. J'ai déjà le chemin. Ils s'enfoncèrent dans les contreforts, tandis que Petra retenait un souffle qu'elle ignorait avoir. Sous les Rocheuses, l'ancien relais bourdonnait, attendant un ordre. Adrien descendit dans ce qui fut une station géothermique cachée, aujourd'hui appelée la Porte d'Écho, utilisée par les pirates de la Résistance. Une arche portait encore l'inscription « Relais Oméga 49B », le logo Unity brûlé à moitié. Il entra. La porte s'ouvrit sous sa main. Vapeur, lumière vacillante, tuyau sifflant. Le couloir descendait selon la pente naturelle de la montagne. Son sac contenait un micro-noyau transmis depuis Petra, surnommé l'aiguille. Un virus conçu pour couper le système LifeKey et aveugler la bête. Il pénétra dans la salle centrale, une cathédrale souterraine de machines brisées. Il inséra le disque dans le port du trône relais. L'écran s'anima. Système LifeKey actif. Synchronisation en cours. Il tapa rapidement, insérant le code avec précision. Le signal se réécrivait. Injection, 12%, 27%, 89%. Une vibration profonde résonna. La diffusion commença. Réseau biométrique Unity. Déconnecté partiellement. Puis un message. Erreur de synchronisation tissulaire Oméga. Adrien fronça les sourcils. Le virus ne touchait pas au biologique. Il tendit la main pour stopper le flux, mais l'injection était terminée. Le disque s'éjecta. Silence. Il resta immobile, halletante. L'immunoalarme n'avait aucun sens. Le virus ne devait viser que le signal. Pourtant, une faille venait de naître. Et dans les profondeurs du pacte, là où le code se mêlait à la chair corrompue, une fissure s'était ouverte. Au cœur de la forteresse du résidu à Petra, les murs de pierre luisaient doucement à la lumière des bougies, leur surface couverte d'équations, de symboles et d'inscriptions bibliques en langue mêlée à travers les siècles. Un bourdonnement discret émanait des panneaux solaires incrustés dans la roche clignotant plus souvent à présent. Evelyn se tenait dans la salle de commandement, fixant une carte vacillante des signaux vitaux mondiaux. Le réseau, LifeKey, s'effondrait. Échec de synchronisation, retard, inflammation inconnue signalée des dizaines, puis des centaines. Jonah leva les yeux d'un parchemin. « Il l'a fait », dit-il doucement. Il a aveuglé la bête. Evelyn acquiesça, mais son regard se plissa devant l'écran. Mais autre chose se défait.
Et Daddy avait dit à ta tête, mais quelque chose qu'il n'a pas voulu déclencher.